Bonjour, bonsoir et à tous les participants et les participantes, à tous ceux et celles qui nous rejoignent et qui participent à ce webinaire. Où que vous soyez dans le monde, c'est un plaisir de vous retrouver et de vous savoir nombreux pour parler et discuter d'un thème très important et très crucial, celui de savoir comment les médias peuvent-ils augmenter leur audience à l'heure où la course au clic a le vent en poupe et quiconque disposant d'un ordinateur ou d'un smartphone se permet de diffuser des contenus et des informations sur Internet. Comment les médias peuvent-ils susciter de l'intérêt autour de leur travail? Quel contenu doivent-ils produire? Comment peuvent-ils s'assurer de captiver l'attention du public prêt à consommer leurs productions journalistiques? Et pour toucher une grosse audience, doivent-ils embaucher plus de journalistes ou doivent-ils plutôt miser sur la qualité des articles? Et pourquoi certains lecteurs ont du mal à lire les contenus jusqu'au bout? Est-ce parce qu'ils ne comprennent pas le travail du journaliste ou parce qu'ils ne s'y intéressent pas simplement? Comment faire pour que les médias inspirent auprès des lecteurs l'envie de les consulter? Comment combler les attentes des lecteurs sans risquer de nuire à la qualité de leur contenu? Ces questions feront l'objet de ce 41e webinaire du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum du Centre international pour les journalistes CFG qui est basé à Washington et qui est lancé en collaboration avec le réseau international des journalistes pour soutenir les journalistes du monde entier qui couvrent cette pandémie de COVID-19. Je suis Kossi Balao et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis le directeur de ce forum. Un peu plus tôt, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous discuterons de cette thématique avec des invités, pas des moindres, des journalistes ayant une connaissance pointue des médias. Je vous présente M. Yves Siaman. Il est le journaliste scientifique et l'actuel vice-président de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Il fut président de cette association pendant de bonnes années. Il a publié dans des magazines scientifiques, des quotidiens, d'autres médias en français comme en anglais. Il a également écrit un documentaire, quelques livres et participé à des projets numériques. Il fut le président du comité d'organisation de la 11e conférence mondiale des journalistes scientifiques qui s'est tenue en 2019 en Suisse. Son travail a été récompensé par plusieurs prix. La seconde intervenante est Madame Kaï Lonson. Elle est journaliste, rédactrice en chef du journal Africa Rendez-vous et correspondante au service francophone de la Voice of America. Merci à vous, chers panélistes, d'avoir accepté notre invitation. Merci Kossi et bonjour à tous. Madame Kaï vient de partir, sûrement un souci de connexion. J'espère qu'elle nous rejoindra tout de suite. Monsieur Yves, naturellement, je me tourne à vous pour la première question. De plus en plus de médias s'engagent aujourd'hui dans une course à l'audience. Est-ce que vous avez fait cette même remarque? En fait, qu'on soit dans la course à l'audience, c'est normal, c'est dans notre rôle. Et tout journaliste a envie d'être lu le plus largement possible. La question, c'est quels moyens on s'autorise et est-ce qu'on veut vraiment une audience stable qu'on construit petit à petit, de gens qui s'intéressent vraiment au sujet important, ou est-ce qu'on veut une audience plus fluctuante, une audience de buzz, une audience qui peut-être va monter en flèche une semaine donnée sur un sujet donné et puis ensuite va s'effondrer la semaine d'après s'il n'y a pas d'actualité chaude. Donc moi, je défends l'idée que oui, il faut de l'audience, oui, il faut un maximum d'audience, mais il faut une audience construite, stable, qui ait confiance en nous et qui soit quelque chose sur quoi on peut se reposer et à partir de quoi on peut en fait travailler. En fait, est-ce que cette course à l'audience ne tue pas finalement le journalisme? Il y a une course au buzz qui tue le journalisme, ça c'est sûr. Il y a une course
d'abord à la publication rapide. On peut pas à la fois vérifier l'information et être dans l'instantané. C'est deux injonctions contradictoires. Une vérification, ça prend du temps, et une bonne vérification, ça prend plus de temps encore. Donc, l'instantanéité, c'est pas possible. Disons que ça a une limite. Il faut pas aspirer à réagir dans la seconde, quoi. Et puis après, il ne faut pas non plus, à mes yeux, être dans le buzz, dans le sens du sujet qui buzz à un moment donné. Il faut aussi être celui qui choisit les sujets. Vous voyez, par exemple, à Sciences et Vie, où je travaille, le site internet maintenant dispose d'outils extrêmement pointus pour savoir qu'est-ce qui se passe sur Internet à chaque moment et quels sont les mots-clés qui montent. Et bien sûr, c'est un outil très puissant et ça peut permettre parfois d'attraper des gens qui ne viendraient pas à notre magazine autrement. Mais il ne faut pas que notre sommaire soit fait par ce qui buzz, parce que c'est aussi à nous de dire au lecteur bon, tel sujet buzz peut-être, mais il n'est pas vraiment important, et il y a tel sujet dont vous n'avez pas entendu parler, mais dont on va vous parler nous, qui est vraiment ce à quoi il faut s'intéresser. Donc voilà, la chasse à l'audience, oui, la chasse au buzz, non. La chasse à l'audience, oui. La chasse au buzz, non. Madame Kailonson, d'un point de vue journalistique, avec de nombreuses années en journalisme, dites-nous, comment jugez-vous la pertinence des contenus que vous voyez aujourd'hui sur Internet, que vous lisez sur Internet? Il faut dire qu'aujourd'hui, les contenus que nous avons en ligne ne répondent pas vraiment aux aspirations de la population. En plus, nous voyons également qu'il y a aujourd'hui une tendance du copier-coller, bien du plagiat. On ne fait plus ce travail-là de fond pour aller chercher vraiment l'information, de la documenter. Nous courons derrière le breaking news, le scoop, sans oublier que le journalisme est d'abord un travail fouillé, un travail qui doit être bien sourcé avant qu'on le propose à nos lecteurs, bien à nos auditeurs. Quelles conséquences pourrait-il avoir sur notre métier? La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on aurait tendance à penser que le journaliste n'a plus droit de citer, n'a plus sa place dans la société, alors que c'est une erreur. Aujourd'hui, on a l'impression que ceux qu'on appelle les web activistes viennent faire notre travail à notre place, mais ils n'ont pas cette déontologie ou bien cette éthique-là qui entoure la profession pour pouvoir faire un travail digne de ce nom. Donc, le risque, c'est qu'on a tendance à oublier le journaliste. On a l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin du journalisme, bien du journalisme dans la société actuelle. Monsieur Yves, quelle devrait être la meilleure stratégie, la meilleure manière pour les médias de toucher un large lectorat? Si je le savais, je pense que je serais très riche. Hein. Mais j'ai quelques idées, disons. Je n'ai pas vraiment la réponse à cette question, qui est vraiment une question difficile pour le journalisme. Moi, je suis d'accord avec Mme Lawson, il faut viser le long terme et la confiance pour réussir à émerger et à se distinguer de tout un tas de gens qui passent, en fait, qui essayent un petit peu, qui font quelques postes et puis qui ensuite vont disparaître. Et je crois que c'est important pour les journalistes d'essayer de former des équipes, de former des rédactions. Pas forcément des médias énormes, etc. Mais on ne peut pas faire du journalisme tout seul. Pour moi, justement, pour les questions de déontologie et puis aussi pour la qualité, pour croiser les infos, pour mettre les intelligences ensemble, etc., il faut être une équipe. Un média, ça ne peut jamais être un individu. Donc, moi, je dirais aux gens, essayez de faire des équipes, faites des équipes avec qui vous êtes bien, des équipes qui ont une chance d'être stables. Mettez-vous d'accord sur un projet éditorial. Il y a plein de choses, on peut en reparler. Qu'est-ce que c'est un projet? Mais visez le long terme et dites-vous que ce sera plus dur au début qu'après. Il faut passer cette phase initiale où personne ne vous connaît, vous devez faire vos preuves, vous devez émerger.
mais il n'y a pas vraiment de moyen de contourner ça. Il faut tenir dans la distance et la qualité et petit à petit se faire un nom comme ça, quoi. Madame Kayi, à votre avis, quelle est la meilleure manière pour les médias de toucher un large lectorat? Le terme de ce jour, c'est de savoir comment les médias peuvent-ils augmenter la question. Qu'en pensez-vous? On ne peut pas aujourd'hui, par exemple, moi je suis togolais, je ne peux pas être dans un média togolais et vouloir couvrir forcément l'actualité en France. Si j'ai besoin d'une actualité en France, je sais que j'irai sur les médias français, j'ai l'information de première main. Ce que nous devons faire, c'est de toucher la proximité. C'est de faire une information destinée à notre site qui est assez proche. Et quand je sais, par exemple, que dès que je donne une interview, je pourrais voir ça à la télé, je pourrais suivre ça à la radio. Et cet article-là va apparaître dans un organe assez écouté. J'ai tendance à faire confiance à cet organe-là. Donc, il faut d'abord aussi que nous nous mettions dans l'approche, dans des contenus à visage humain. Je m'explique. Il faut que dans chacun de nos articles, que nous puissions avoir, nous nous retrouvons derrière la personne qu'on met en valeur dans l'article ou bien dans l'élément audio. Si aujourd'hui nous nous distancions de cette proximité-là, nous aurons beaucoup plus de difficultés à avoir de l'audimat ou bien avoir de lectorat compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui sur la Terre. Si je veux avoir une information, il suffit d'aller sur Facebook, je clique ou bien je vais sur Google. Mais si ça est une information locale, je suis obligé d'aller sur cette presse-là ou bien en ligne pour voir cet organe précis qui traite de l'actualité togolaise. Je pense que la proximité aussi doit être de mise pour que nous puissions fidéliser l'audimat ou bien le lectorat. Madame Kaye, certains écarts que nous observons aujourd'hui dans les médias sont-ils la résultante du fait que certains jeunes n'ont pas fait d'école de journalisme ou sont inexpérimentés? Je ne crois pas, je n'ai pas fait d'école de journalisme non plus, mais ça fait 19 ans que je fais du journalisme. On n'a pas forcément besoin de faire de l'école de journalisme pour être un bon journaliste. On a plusieurs exemples. Je ne demande pas aux jeunes de ne pas aller à l'école, de ne pas faire l'école de journalisme. J'essaie juste de faire la nuance. Le bon journaliste n'est pas forcément sorti d'une école. Le bon journaliste, c'est celui qui applique les règles d'éthique et de déontologie, s'abstient aux faits, puisque dans ce cas-là, nous traitons des faits. Qu'est-ce que ça me coûte de déformer les faits et je dis que je fais du journal? Je ne fais pas du journal. Soit je fais de l'activisme, soit je fais du terrorisme, soit je fais autre chose. Mais dans tous les cas, je ne fais pas du journalisme. Donc, le bon journaliste n'est pas forcément sorti d'une école de journalisme, mais le bon journaliste, c'est celui qui respecte les règles d'éthique et de déontologie et respecte la vie humaine. Monsieur Yves, c'est un article publié en mai 2009 par Le Monde, titré Les forçats de l'info, où on lit que certains jeunes entrent dans la profession, ils travaillent dans des conditions précaires, dans des conditions difficiles, ne sont pas bien payés et ne sortent pas des écoles du journalisme. Est-ce que cela n'a pas de conséquences sur les informations que nous lisons aussi sur Internet et sur la course à l'audience? Alors, je suis d'accord. Moi, il n'y a pas besoin de sortir d'une école de haut niveau pour faire du bon journalisme et du journalisme indépendant. Par contre, il faut avoir un petit peu de moyens. Et je crois que le problème, c'est plus les moyens que la formation, même si c'est toujours mieux d'avoir une formation que de ne pas en avoir. Mais c'est difficile de faire du bon journalisme si on n'a pas un peu de temps pour enquêter, du temps pour écrire, l'accès, par exemple, un peu aux médias. Beaucoup de médias sont derrière, sont payants, d'accès payant. Donc, pour lire ce qui s'écrit ailleurs, il faut un peu de moyens. Bref, la qualité est quand même liée aux conditions des journalistes. Et si les médias essayent de faire des économies trop importantes sur les conditions de vie des journalistes, et ben forcément, ça abaisse la qualité de ce qui sort. Et puis, ça abaisse aussi son indépendance, puisqu'on peut être tenté de chercher des revenus ailleurs. Et voilà, vous voyez bien à quoi je peux faire référence.
quand c'est vos sources qui vous rémunèrent en même temps, ben forcément la couverture elle est moins objective ensuite. Donc voilà, je pense qu'il faut des bonnes écoles et qu'il faut des bonnes formations, c'est toujours mieux, mais surtout il faut des journalistes qui soient payés correctement et qu'on laisse travailler en fait. Vous abordez un sujet très délicat, celui du financement. Est-ce que vous ne pensez pas, M. Yves, que le manque de moyens financiers est l'une des raisons qui pousse certains médias à préférer des raccourcis? Si, je pense, vous avez raison. Je pense que la question du business model, c'est vraiment une des questions clés. Hein. Et comme je vous le disais, si j'avais la réponse, je serais riche. Et le business model, c'est encore quelque chose qu'on cherche. Hein. Et il y a toutes sortes de tentatives. Il y a des gens qui font des abonnements, il y a des gens qui font des appels aux dons, il y a des gens qui trouvent des fondations ou des financeurs sur lesquels s'adosser. Tout ça, c'est des tentatives respectables, mais il n'y a pas encore la réponse définitive. Peut-être, si je peux ajouter une petite chose avant de rendre la parole, je dirais que par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure, de faire de l'information locale, je crois que plus généralement, il faut essayer de se trouver une communauté. C'est-à-dire, il faut se distinguer de tout ce qui est là dehors et qui n'a pas d'identité, en fait. Il faut que votre journalisme il ait une identité pour que les gens ils sachent pourquoi ils vont vous lire vous, plutôt que tout le reste de ce qu'il y a là dehors. Et donc, ça peut être une identité locale, mais ça peut aussi être une identité sur un sujet, je ne sais pas, l'environnement ou la science, ou des valeurs peut-être, un certain regard sur la société, par exemple un regard critique, ou si je reviens à l'environnement, ça peut être une certaine façon d'être sensible à l'environnement, ou une colère contre... Bon, bref. Mais essayez de trouver une identité qui fasse que les gens qui partagent vos valeurs ou qui partagent cette identité avec vous, eh ben, ils aillent sur votre média comme ils retourneraient dans leur famille quelque part. Et voilà, si on arrive à leur donner cette raison de retourner vers le média, on a déjà fait une partie du chemin, je pense. Madame Caï, pourquoi certains lecteurs ne lisent pas certaines enquêtes qui prennent assez du temps, qui sont énergivores et budgétivores jusqu'à la fin? Vous faites des enquêtes qui durent et qui vous font dépenser énormément, mais ces enquêtes ne sont pas lues jusqu'au bout par les lecteurs. À quoi cela peut être dû? Je pense aussi qu'il faut d'abord savoir à quelle cible vous adressez votre enquête. Est-ce que c'est pour l'internaute lambda qui va faire un data 200 pour surfer? Est-ce que votre enquête est destinée à cette cible-là? Donc, si vous n'avez pas une cible spécifique, vous risquez de faire un travail qui n'est pas lu, un travail qui n'est pas vraiment considéré à sa juste valeur. Donc, je pense que dans ce cas-là, il faut savoir cibler. Nous savons que cette enquête-là, c'est pour cette cible donnée. Et ça pose en même temps le problème du business plan. Nous sommes sur, quand j'ai un média en ligne, quel business plan est adossé à ce média? Si j'ai un bon business plan avec des cibles assez précises, je sais que quand je fais cet article-là, c'est destiné à cette cible-là et les gens doivent payer pour y avoir accès. Si je paie pour avoir une information, ça veut dire que cette information-là, je la veux. Et même si je ne lis pas tout de suite jusqu'à la fin, je l'enregistre quelque part et quand j'aurai beaucoup plus de temps, je vais le lire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui sur le web, quand je clique sur un article, je vois d'abord sa longueur avant de commencer la lecture parce que dans la journée, nous sommes sur Internet, pas forcément pour lire, mais pour avoir la tendance de l'actualité. Donc, si l'article est vraiment long, je n'aurai pas le temps au boulot de le lire tout de suite. Mais si je dois payer pour l'avoir, dès que je paie le soir à la maison, j'ai toute la largesse pour pouvoir relire ces enquêtes-là.
Monsieur Yves, une question mais tellement importante et je me demande comment les médias peuvent-ils inspirer auprès des lecteurs l'envie de les lire, l'envie de les consulter. Alors, pour répondre à ça, je reste un peu sur ce qu'on est en train de discuter, là, notre cible, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important donc d'avoir une communauté, d'avoir une cible. Et je pense qu'après, il faut essayer de se connecter à cette cible, en fait, c'est-à-dire d'avoir des liens avec eux. Et ça, c'est compliqué parce que, bon, bien sûr, les réseaux sociaux permettent d'avoir des liens, mais on ne peut pas non plus passer notre journée sur les réseaux sociaux. Mais quand même, il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce que notre cible pense et de quoi elle a envie une fois qu'on l'a définie. Et trouver un peu un moyen de savoir si ce qu'on écrit leur plaît ou leur plaît pas, si on a réussi ou si on a raté, pas juste mettre des choses en ligne et passer à la chose suivante. Il faut essayer de savoir ce qui est advenu, ce qu'on a mis en ligne, en fait. Et comment on arrive à savoir cela? Alors, je pense qu'il y a une solution qui est mauvaise, c'est la solution d'ouvrir les commentaires sur les articles. Parce que ça devient tout et n'importe quoi. N'importe qui vient dessus, fait son propre article pour contredire le vôtre. Et puis finalement, il y a un moment où vous perdez complètement le contrôle de ce que vous écrivez et vous passez vos journées à répondre à des attaques qu'ils ne méritent pas, en fait. Donc, moi, mais c'est dommage parce que ce serait une bonne façon. Mais il faut chercher le contact avec cette communauté sans forcément faire comme ça. Alors après, je pense qu'il faut quand même avoir un peu une activité sur les réseaux sociaux en faisant attention de ne pas se faire manger par les réseaux sociaux, que ça reste un esclave et que ça ne devienne pas le maître, entre guillemets. Mais bon, peut-être qu'on peut avoir un fil Twitter du journal qu'on a créé ou un groupe ou quelque chose. Bon, il faut constamment se poser cette question-là. Et peut-être même qu'on peut faire des journées de rencontres avec ses lecteurs autour d'un sujet, mettre 2 journalistes et 2 lecteurs autour d'une table. Enfin, là, je crois qu'il faut être imaginatif, mais se dire vraiment qu'on a besoin d'interaction et trouver des solutions à ça. Donc voilà, pourquoi pas des réunions, pourquoi pas des forums, pourquoi pas des sondages, tout est bon, mais pour essayer de savoir ce que pense notre cible. Madame Kaï, lorsqu'un journaliste s'est lu, lorsqu'il sait que son article est partagé de milliers de fois sur Internet, il se sent d'une manière ou d'une autre motivé. Est-ce que finalement, les journalistes doivent-ils être à la quête d'une certaine reconnaissance auprès de leurs lecteurs? Est-ce que ça, c'est mauvais, c'est un danger? C'est pas forcément que le journaliste est à la recherche d'une reconnaissance. Mais quand tu fais un bon travail, le travail fait le travail. Je me répète, le travail fait ton travail de notoriété à ta place. Donc oui, ça fait toujours plaisir quand tu sais que ton article est lu des milliers de fois ou bien tu as un retour sur un article donné. Donc c'est ça qui donne, moi j'estime que c'est ça qui donne beaucoup plus le courage aux journalistes de fouiller, de penser à chaque fois que l'article que j'ai fait hier est bon. Celui que je dois faire demain doit être meilleur. C'est ça qui nous pousse à la culture de l'excellence. Si je veux un peu revenir sur ce que vient de dire Yves tout à l'heure par rapport à comment rencontrer sa cible à travers des forums, je me rappelle que j'avais travaillé sur une radio locale à Lomé et entre-temps, qu'est-ce qu'on faisait? On remarquait que nous avons des auditeurs assez diversifiés et des fois, nous choisissons parmi nos auditeurs quelqu'un qui fait des activités sociales, qui s'investit dans l'humanitaire et nous allons à sa rencontre, nous faisons des reportages sur ces activités. Ce n'est pas forcément du commercial, mais mettre la lumière sur cette personne, c'est ce qui fait qu'il y a davantage d'auditeurs qui se connectent à cette radio-là et disent toujours que si nous faisons bon, cette radio-là, j'aimerais faire un reportage sur nous, ça va nous faire beaucoup plus de pub.
Et ça entretient la relation entre l'audimat et la rédaction, par exemple. Si je peux rebondir là-dessus, Bien sûr. je sais qu'il y a des collègues, alors je ne me souviens plus quel média c'était, mais ils faisaient leur journalisme normal, et puis pour les grandes enquêtes, ils faisaient voter les lecteurs. Enfin, ils faisaient une consultation des lecteurs, où ils leur disaient, voilà, on ne peut pas enquêter sur tout ce qu'on veut, mais on a 4 grands sujets qui nous intéressent, lequel vous préféreriez? Et puis, ils lançaient une discussion là-dessus, où carrément ils faisaient voter. Et du coup, quelque part, ça associait les lecteurs au contenu du journal, et eux, voilà, ça leur... donc, je pense que chercher des idées comme ça, et ben, ça peut faire cette communauté qu'on cherche tous à faire, où quand le lecteur il se connecte à votre média, voilà, c'est comme s'il retrouvait des amis, en fait. Il retrouve un lien auquel il tient. Monsieur Yves, il m'est arrivé aussi de travailler dans une rédaction au sein de laquelle les performances de nous, journalistes, étaient jugées par le nombre de clics qu'a obtenu nos articles. Quelle place, est-ce que cela ne nuit pas la qualité du contenu? Et ma deuxième question, c'est de savoir quelle place doivent avoir les statistiques d'audience dans les salles de nouvelles? Wow. De toute façon, le journalisme, c'est 2 choses. C'est faire venir des gens et puis c'est les garder. Et si on fait venir des gens mais qui repartent tout de suite, on n'a rien gagné, en fait. Mais en même temps, il y a quand même un moment où il faut qu'ils viennent, parce que sinon, on n'a plus rien à garder. Donc, il faut maintenir cet équilibre-là. Moi, je comprends les gens qui surveillent les clics et qui trouvent que c'est indispensable d'avoir beaucoup de clics de temps Monsieur en temps. Yves, je rappelais que même c'était la télévision était affichée, tournait dans la salle et puis tout le monde voyait à l'écran quel est l'article le plus lu, quel article génère plus d'audience. Ah oui. Ben, moi, je pense en fait que ça ne marche pas à 100%, ça. Parce que il y a des articles, ils ne sont pas cliqués autant que d'autres, mais c'est important qu'ils soient là quand même. Ils ont un rôle. Ils sont là pour dire votre média, il s'occupe de tous les sujets. Et même tel sujet qui ne vous intéresse pas ce jour-là ou qui ne vous semble pas important, eh ben, peut-être que, vous voyez, par exemple, imaginez le coronavirus arrive. Imaginez un magazine scientifique qui peut dire, ben moi, il y a 6 mois, j'avais fait un article qui disait il y a un risque de pandémie dans le monde, on le sait, et dans les virus qui ont été identifiés comme ayant un risque pandémique, eh ben, il y a les coronavirus. Eh ben, si vous pouvez montrer ça à vos lecteurs, même si vous avez eu très peu de clics sur cet article, eh ben, c'est une preuve que votre média, c'est un média de bonne qualité et qui faisait bien son travail. Et voilà, je veux dire par là que parfois, il faut juste simplement montrer qu'on est attentif à tout, on fait un travail systématique et donc la mesure de ça, ce n'est pas que le clic. Si on mesure que le clic, alors là, je pense qu'on est dans une direction fausse. Au lieu de précéder le lecteur, on le suit et on n'est pas dans notre rôle. Je rappelle à ceux et à celles, oui, avant Madame Kaya, quelque chose à dire. Oui, si je veux rebondir sur ce que je viens de dire, il est très important de ne pas avoir cette course-là au clic. Surtout dans nos pays, par exemple en Afrique, où on sait que les vrais articles de fond ne suscitent pas réellement des clics, alors que ce sont ces articles-là qui apportent une réelle information. Nous avons tendance à courir derrière les articles politiques en disant tel leader politique a fait ci, tel leader politique. Et c'est sur ces articles-là que vous allez voir beaucoup plus de pigeons. Je ne dis pas d'ignorer l'actualité politique, mais il faut aussi savoir que cette course au clic peut nous détourner de notre objectif d'apporter de l'information qui peut servir la population.
Je disais tantôt que je rappelle aux participants et aux participants qui nous suivent que nous sommes dans la deuxième partie de ce webinaire et vous pouvez poser vos questions, vos préoccupations à nos panélistes. Vous pouvez le faire sur Facebook, sur la vidéo, dans les commentaires ou directement pour ceux d'entre vous qui nous suivent via Zoom dans le chatbot qui est en bas de votre écran. Nous avons une question sur Facebook pour Madame Kayi. Je la lire assez rapidement. Madame Kayi, le problème pour avoir de l'audience, c'est qu'il faut beaucoup dépenser. Est-ce que vous partagez cet avis? J'ai pas bien pour avoir de l'audience, il faut beaucoup dépenser. Oui, je suis d'accord. La rédaction, ça coûte beaucoup. Mais n'oubliez pas que c'est la rédaction qui fidélise le lectorat, qui fidélise l'audience. Mais si vous avez un bon businessman, si vous avez de bons journalistes, ce que vous allez dépenser pour la rédaction, pour pouvoir avoir l'information fiable, vous l'aurez 3, 4, 5 fois, voire 10 fois plus en retour sur investissement. C'est bien d'investir parce que aujourd'hui, le journalisme, il ne faut pas oublier que nous faisons de l'information, mais c'est également une entreprise de presse et que quand vous faites les bons investissements, vous aurez un retour sur l'investissement. Oui, avoir de l'audimat nécessite d'avoir une bonne rédaction. Une bonne rédaction s'entretient avec de bons paiements, avec de bonnes stratégies, avec de bons matériels. Et en retour, vous avez un audimat. Ça coûte cher, mais vous aurez un retour sur investissement si vous y travaillez bien, je pense. Monsieur I, il y a le journal en France, le journal Le Monde, qui a nagé à compte courant en faisant le pari d'embaucher plus de journalistes, mais à l'inverse de réduire le nombre de publications. Et finalement, ça a marché. Bah, c'est le pari de la qualité. Publier des articles de fond, proposer des contenus qualitatifs aux lecteurs. Et ouais, et ouais. Et vous voyez quand... bon, peut-être qu'au jour le jour, parfois, on ne voit pas que c'est la bonne stratégie. Mais regardez quand il y a eu une crise comme le coronavirus et que tout d'un coup, les gens ont besoin d'informations, et ben, même là, vous voyez, c'est comme ce qu'on discutait sur les clics aussi. Parfois, les gens, ils cliquent sur des choses parce que ça les amuse, mais ils savent que c'est pas sérieux, en fait. Même moi, des fois, je vois un titre, ça me fait rire, je clique. C'est difficile de résister parfois quand c'est bien fait. Mais je sais très bien que ça vaut rien en réalité. J'ai fait un clic, mais j'ai pas donné ma confiance à cette personne-là. Et c'est pour ça que nous, le rapport qu'on doit créer, c'est ce rapport de confiance qui fait que quand il y a une crise, quand il y a quelque chose, c'est vers nous qu'on se tourne pour avoir l'information. Et Le Monde, ils ont énormément gonflé quand il y a eu la pandémie, beaucoup de journaux d'ailleurs, mais parce que là, il y a eu un moment où les gens, ils étaient inquiets pour leur santé. Et là, justement, ils ne voulaient pas seulement se tourner vers Facebook et vers leurs copains et vers des gens pas sérieux. C'était pour leur santé, donc ils voulaient avoir de la bonne information. Et beaucoup sont allés à ce moment-là vers les médias qui avaient une bonne réputation, quoi. Donc, moi, je suis d'accord avec Kaï, il faut viser la qualité, il faut investir là-dedans au début. Et c'est pas facile parce que c'est au début qu'on a le moins d'argent. Et quand on veut lancer un média, quand on veut démarrer quelque chose, et on a tendance à se dire, bon, ben, allez, on fait à l'économie et puis on se débrouillera. Mais on ne peut pas complètement raisonner comme ça. Il y a une base minimum de qualité sans laquelle ça ne sert à rien de se lancer, je pense. Madame Kayi, est-ce qu'il faut se consacrer au journalisme long format, comme on le voit, la stratégie qu'a adopté Le Monde, et ensuite il y a aussi des Gardiens, le journal britannique des Gardiens, qui a aussi fait exactement la même chose. Est-ce qu'il faut se consacrer au journalisme long format pour avoir plus d'audience? Je pense que chaque organe doit déterminer ce qu'il veut faire. On n'ouvre pas un organe pour faire du n'importe quoi, en guillemets, c'est parce que vous avez une vision, c'est pourquoi vous faites du journalisme, bien vous avez votre organe. Oui, faire du journalisme long format, ça nécessite de l'investissement et ce sont des articles approfondis que vous publiez et que votre organe devient une référence dans un domaine donné. On sait que si c'est tel organe qui publie ce domaine, bien ce sujet-là, on sait qu'il a pris tout son temps pour pouvoir le faire.
Mais au même moment, il y a de l'actualité. Au même moment, il y a de l'actualité. Est-ce que je choisis, par exemple, d'avoir un organe de magazine et que je m'investis dans ça aussi, ça promet. Mais le fait de mélanger les formats, je suppose que c'est ça qui pose problème. Maintenant, si vous voulez avoir un organe d'actualité, là, il faut avoir du personnel. Vraiment du personnel pour que vous puissiez être vraiment d'actualité, générer des clics et avoir votre communauté pour que votre business plan marche. Mais si vous faites de l'à peu près ou bien vous faites du copier-coller, dans certains organes, on remarque que c'est l'article qui a été publié lundi par l'autre que celui-là reprend jeudi ou bien vendredi. Je ne vais pas acheter cette presse, je n'ai même pas faire le clic dessus parce que j'ai déjà lu cet article. Dès que je vois le titre, je sais que j'ai déjà lu cet article. C'est bien de faire du journalisme long format. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui est conseillé en ce moment avec beaucoup de web activistes que nous avons. Dès qu'un événement d'actualité se produit, eux, ils sont là, ils tweetent tout de suite, ils mettent sur Facebook tout de suite. Faire du journalisme long format, oui, mais n'oublions pas aussi que nous avons un droit de regard sur l'actualité et c'est à nous des fois qui recadrent l'information. Quand les web activistes mettent des informations qui ne sont pas au complet, je ne dirais pas des informations erronées surtout, mais qui ne sont pas au complet, c'est à nous de revenir en tant que journaliste et de recadrer, de donner la vraie, la bonne information. Monsieur Yves, face à la concurrence, face à la pression du marché, est-ce que la notion de la ligne éditoriale n'a pas disparu? Elle s'est un peu émoussée, mais je crois que c'est important de la retrouver, justement. Je crois que la notion de ligne éditoriale, en fait, bon, il y a plein de mots pour désigner ça, mais je crois que ce qui est important, c'est l'identité du média. C'est que ce média, il soit bien pensé à l'avance. Et justement qu'on se pose ces questions-là, est-ce qu'on veut des longs formats, est-ce qu'on veut des formats courts, quelle proportion de chacun? Il ne faut pas démarrer quelque chose et inventer en marchant. Faire un média, c'est un gros effort. Et donc, il faut vraiment réfléchir tous les aspects avant pour que ce média, il ait une personnalité, il ait une voix, il ait des visages, il ait une ligne éditoriale et que, voilà, il ne ressemble pas aux autres, quoi. Et moi je crois beaucoup à ça. Dans un moment où il y a plein d'informations, d'avoir quelque chose qui s'identifie bien, qui a sa propre personnalité, je pense que c'est mettre les chances de son côté, quoi. Voilà. Maintenant, c'est pas une recette miracle. C'est ma petite idée sur la question. Il y a une question qui vient d'être posée pour vous, Monsieur Yves, je la lis. Monsieur Yves a parlé d'une course au buzz. Il dit que la course au buzz tue le journalisme, alors que les médias en ligne font la course d'être premiers à publier une information. Dans ce cas, quand une information tombe, faut-il attendre ou retarder la publication ou que faut-il faire? Ah oui. Voilà. On s'est beaucoup posé ça avec la pandémie parce que des fois, il y avait des informations qui arrivaient et là, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, est-ce qu'on vérifie? Moi, je suis plutôt de la tendance journalisme lent, parce que voilà, parce que l'exactitude me paraît la priorité sur la vitesse en fait. Mais j'ai des collègues qui pensent différemment. Je respecte hein, ceux qui veulent faire quelque chose qui va à toute vitesse, qui veulent être les premiers sur tout. Ils vont attraper des lecteurs comme ça aussi. Hein. Mais pour moi, moi, je serais pour la stratégie du crédible, en fait. Et tant pis si on ne réagit pas dans les 2 heures, et ben, tant pis, on a utilisé ces 2 heures pour faire notre travail de vérification. Madame Lanson, comment évalue-t-on aujourd'hui la valeur du travail d'un journaliste dans une rédaction? D'abord, c'est la véracité des informations, c'est la pertinence du sujet et la crédibilité de l'organe. Quand vous avez ces 3 éléments-là, vous pouvez vous taguer que vous êtes un bon journaliste, même si on ne danse pas, on ne danse pas et s'apprécier soi-même. Mais je pense que
à chaque fois qu'on sait que ce journal, quand les informations sont publiées, c'est de l'information vraie, ce que vient de dire Yves, elle est tellement pertinente parce que à quoi sert de publier une information à 10 heures et de la corriger à 11 heures, la recorriger à 12 heures, parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'imperfections, de contre-vérités qui se sont glissées, que d'attendre à 13 heures et de publier une bonne information, la vraie, la crédible, et que tout le monde soit d'accord avec vous. C'est ça le bon journaliste. C'est celui qui prend le temps de vérifier ces informations et de les publier par après. Parce que si vous publiez une information à 11 heures et qu'à 10 heures, cette information se révèle fausse, peut-être à 11 heures, vous avez beaucoup de lecteurs qui ont cliqué dessus, mais soyez sûr que demain, après-demain, si vous répétez le même exercice, la troisième fois, je ne vais pas cliquer dessus. Je vais dire que cet organe, c'est une boîte à fake news. Je n'irai plus là-bas. Je vais attendre celui qui publie à 20 heures, là où j'aurai la bonne information. Donc, le bon journaliste, c'est ce qui se tient à l'information, la vraie, la vérifier, et que quand elle est publiée, il n'y a plus d'insuffisance. Monsieur Yves, à côté des médias traditionnels, les chaînes de télévision, la radio, la presse écrite, nous avons de nouveaux formats aujourd'hui, la presse en ligne. Dites-nous, quel type de médias s'en sort le mieux actuellement? C'est pas facile. Bon, moi j'ai l'impression que pour rentrer dans le système, maintenant les nouveaux entrants, la plupart ils sont en ligne en fait. C'est vraiment difficile de rentrer autrement. Après, est-ce qu'il faut rester comme ça? La question est ouverte à mes yeux. Je pense que quand même l'avenir va se jouer là. Et je pense que les jeunes, ils lisent plus beaucoup le papier, ils sont en ligne, et je pense qu'ils penchent de plus en plus vers le son, les podcasts, et puis vers l'image. Et donc, je pense qu'une partie de l'avenir des médias est dans ces supports-là, mais en même temps, je pense que pour une pensée complexe, une pensée fouillée, il y a besoin d'écrit aussi. Donc, je pense que les médias qui vont s'en sortir seront ceux qui sauront mélanger ça et faire la meilleure cuisine avec tous ces ingrédients-là. Et là, il y a beaucoup de choses à inventer encore. Nous avons une question qui nous vient d'une autre participante, mais une participante qui bosse dans un secteur médiatique public. La question, elle dit ceci, elle s'adresse à Madame Kaïnosson. Dans un média public, qu'est-ce qu'il faut faire quand une information est sur les réseaux sociaux, mais nous, médias officiels, devons attendre l'aval des autorités pour en parler? Ça nous met en retard parfois par rapport aux autres. Et là, un petit commentaire que la participante ajoute à cette question. Nous avons des médias qui font les sensationnels, ils ont beaucoup d'audience par rapport à nous. Mais chez nous, le public nous traite des menteurs parfois, on nous dit que la seule information vraie, ce sont les communiqués nécrologiques. C'est une réalité, mais tous nous avons parlé de la ligne éditoriale. Quelle est la ligne éditoriale de votre organe? Parce que ce n'est pas toutes les informations que vous allez publier, même si c'est un média public ou bien un média de notoriété publique. Il peut y avoir certaines informations que la rédaction en général juge ne pas rentrer dans leur ligne éditoriale. C'est vrai qu'en Afrique, et principalement en Afrique francophone, on a l'impression que les médias publics sont des caisses de résonance de ceux qui sont au pouvoir. Je ne juge personne. Peut-être que je serai sur un média public que je ferai pareil que ceux qui y sont déjà, mais je pense aussi que c'est à nous, journalistes, d'essayer de faire bouger les lignes. Faisons notre travail de journaliste d'abord avant qu'on ne dise par après que le média. Je suis sûr que pour certains journalistes qui se démarrent sur les chaînes nationales, on ne les associe pas forcément aux médias. On peut dire que tel média ment beaucoup, mais non, ce journaliste-là, il fait bien. Quand on lui donne l'opportunité de faire son travail, il fait le travail tout en sachant qu'il est sur un média public
mais le traitement qu'il fait du sujet est professionnel. C'est à nous, journalistes, aussi de nous en tenir à notre éthique, à notre déontologie, sachant bien que ce n'est pas toujours évident sous nos cieux de travail dans un média public, mais nous pouvons faire l'effort de suivre les règles déontologiques. Maintenant, si tu le fais et que le couperet tombe, on te licencie, pour la clause de conscience et rentre à la maison, même s'il y a le chômage qui nous blesse. Je dis, on a l'habitude de dire qu'on ne fait pas du journalisme pour devenir milliardaire, mais on fait du journalisme d'abord pour un an. Je ne dis pas que de faire du journalisme pour ne pas gagner de l'argent, mais à un moment donné, si vous sentez vraiment en tant que journaliste que ce qu'on me demande de faire ne répond pas à notre éthique et déontologie, évoquez la cause de confidentialité et démissionner. Si vous êtes bon, vous trouverez preneur. C'est ce que je dis toujours. Quand les jeunes me disent, mais grande sœur, aujourd'hui ça ne marche pas, on nous donne 25 000 à la fin du mois. Vous êtes bon. Si vous êtes bon, démissionnez, quelqu'un vous prendra et vous jugera sur cette qualité-là. Monsieur Yves, est-ce un constat? Oui, oui, bien sûr, oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit très joliment par Kai. Il y a une autre chose que, bon, moi, je juge personne, je donne de leçons à personne et surtout pas dans les conditions éloignées des miennes que je connais mal. Mais ce que je pense important, c'est d'essayer de mener la bataille pour aller le plus loin possible vers la vérité. Je veux dire, on a tous des médias qui ont des patrons. Ces patrons, ils ont tous leurs lignes, leurs raisons, leurs petits secrets, leurs choses. Et des fois, on peut avoir tendance à se dire, bon, ben, j'y peux rien, je suis en bas de l'échelle, c'est des questions qui me dépassent. Mais je pense que c'est toujours possible d'essayer de défendre sa ligne, sa vision. Et effectivement, des fois, on perd. Mais si on n'a même pas tenté, on perd d'avance, en fait. Et je crois que simplement de batailler, de dire, mais si, on pourrait le raconter comme ça, bon, si vous voulez parler de quelque chose et qu'on ne vous laisse pas en parler, dire, mais si, mais on va en parler, mais d'une manière intelligente, qui fera pas un trop grand scandale, etc. Je veux dire par là, essayer à chaque fois de défendre pied à pied sur chaque truc, sans se suicider professionnellement, mais en essayant d'aller le plus loin possible, parce que finalement, une partie de la bataille, elle se mène dans les rédactions, quoi. Voilà, convaincre son chef que tel article il mérite de vivre, que tel mot il mérite d'être employé, et voilà. On n'est pas dans un monde parfait, mais il faut mener les batailles et essayer d'aller le plus loin de ce qui est possible. Tout n'est pas possible, on le sait. Nous sommes presque vers la fin de ce webinaire et ce sont les dernières questions que nous recevons. Et nous avons lancé un petit sondage pour savoir si ce webinaire est utile et instructif pour les participants qui nous prenaient la peine, c'est juste 2 secondes, 3 secondes pour le remplir et nous dire si ce webinaire a été riche et a-t-il comblé vos attentes. Monsieur Yves, il y a une question pour vous, un peu, je préfère plutôt la lire pour vous. Comment peut-on différencier un journaliste venu d'une école de journalisme et celui qui n'y est pas passé sur le terrain? On ne peut pas. On ne peut pas. S'il est bon, c'est ça qui compte. Madame Kaï, alors, qui est un vrai journaliste au-delà du respect de l'éthique et de déontologie? La question, elle ne nous semble pas très bien comprise, le confrère ou la consoeur peut la reformuler. Qui est un vrai journaliste au-delà du respect de l'éthique et de déontologie journalistique? Je ne pense pas moi-même l'avoir bien compris. Je pense qu'on ne peut pas dissocier le journaliste des règles du métier. L'éthique et la déontologie, c'est le soubassement de notre métier. On ne peut pas être un bon journaliste et ignorer les règles professionnelles. Donc, j'estime que le bon journaliste, c'est ce qu'il fait bien son travail en respectant les règles professionnelles. Qu'il ait été à une école ou non. Monsieur Yves, c'est l'avant-dernière question. De plus en plus, les articles d'enquête en ligne prennent beaucoup de temps et du coup, les médias se mettent à publier plus les articles d'information.
Pensez-vous que cette manière de faire peut permettre à un média d'être plus connu? C'est la question d'un journaliste. C'est-à-dire, ce qui suggère, c'est que de faire des enquêtes approfondies, ça permet de se distinguer, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est de savoir, il dit en fait que les articles d'enquête, on y prenne assez de temps, beaucoup de temps, à être publiés sur les médias. Et pendant ce temps, il y a des informations factuelles qui passent. Est-ce que, en attendant que les enquêtes aboutissent, pendant ce temps, publier des articles d'information sur un média, est-ce que ça aussi peut permettre à un média d'être plus connu? C'est la question. Ça prend du temps aussi de publier de l'information au fil de l'eau, hein. Tout prend du temps et il faut gérer son temps comme son économie en choisissant ses priorités. L'important, c'est de bien réfléchir à l'avance ce qu'on veut faire. Moi, mon tempérament, c'est plutôt de viser l'enquête que l'information à toute vitesse, mais je n'impose à personne. Le thème de ces webinaires, l'objet, c'était comment les médias peuvent-ils augmenter leur audience. Monsieur Yves, des conseils que vous donnez à ceux-là qui nous suivent, des potentiels propriétaires de médias de monde? On a dit beaucoup de choses. Une dernière chose que je voulais dire et je n'ai pas encore eu l'occasion, c'est une façon d'inspirer confiance aussi, c'est de montrer comment vous travaillez. Il y a un certain nombre de médias, j'ai vu ça, où ils font des petits articles sur comment ils ont fait telle enquête, comment ils l'ont choisi. Vous voyez le making of en quelque sorte. Et où ils font des petits sujets, où ils filment la conférence de rédaction. Enfin, il y a plusieurs façons qu'on peut imaginer, mais de montrer la cuisine au public, et ben, c'est comme ça aussi qu'il peut avoir confiance qu'on n'est pas en train de l'empoisonner. Madame Kaï, un dernier conseil que vous donnez aux confrères, aux consoeurs qui nous suivent? Je dirais juste que pour avoir de l'audimat, il faut bien faire son travail. Et pour pouvoir bien faire son travail, il faut pouvoir vivre de ce métier-là. Donc, on ne peut pas dissocier le bon travail avec l'indépendance financière. Il faut que les responsables d'organes qui visent un grand audimat pensent aussi à bien rémunérer leur personnel et que de cette motivation, les journalistes peuvent faire beaucoup pour l'organe et avoir beaucoup d'audimat. Pour les participantes qui nous suivent, ceux d'entre vous qui sont journalistes et qui ne sont pas encore membres de notre forum, c'est l'occasion de le faire. C'est un forum qui est lancé pour aider et soutenir les journalistes. Nous avons aussi lancé un petit sondage qui nous permet de savoir si ce webinaire a été utile. Nous vous prions de bien vouloir aussi le remplir pour nous dire si vous avez encore des recommandations, des remarques ou des recommandations à nous faire. Moi, je tiens sincèrement à dire merci à M. Yves et Mme Kaï Nonson d'avoir accepté accorder leur temps, d'avoir accepté partager des connaissances et des conseils avec les journalistes francophones du monde entier, d'avoir aussi accepté être des nôtres. C'est un honneur, c'est un plaisir. Je vous dis sincèrement merci. Et je remercie également les participants et les participantes, tous ceux-là qui nous ont suivis, où que vous soyez dans le monde. Merci sincèrement et je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour une formation sur le journalisme. Mais nous parlerons beaucoup plus de comment trouver des idées de reportage en cette période de crise pandémique. Merci encore à vous, M. Yves et Mme Kaï. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.